Le travail forcé. Je ne suis pas riche et je ne veux pas l'être. Le vieil homme assis à ma gauche avait laissé pantois le jeune banquier qui lui faisait face et qui cherchait dans mon regard la réponse à donner à un client potentiel disant ne pas vouloir gagner de l'argent. Je veux juste comprendre le fonctionnement de la bourse et prendre une décision plus tard. J'ignorais la direction que la conversation allait prendre, maintenant que le spécialiste plein d'enthousiasme du quart d'heure précédent avait laissé la place au commercial timide et hésitant, dont la présentation avait du mal à convaincre le retraité qui l'écoutait, acquiesçant sans acquiescer, hochant la tête poliment mais sans engouement, pendant que je regrettais déjà d'avoir arrangé, à sa demande, ce rendez-vous entre mon conseiller en investissement boursier et mon père. Mon père, l'académicien, a tiré sa révérence le 17 août 2020, en route vers son 77e anniversaire, sans jamais avoir été riche comme il affirmait ne pas vouloir être, au terme d'une brève maladie qu'il a vu passer de vie à trépas en une huitaine de jours. Il était connu pour ses longues marches qui lui avaient conféré une santé globalement fiable, et rien ne pouvait permettre d'anticiper la lecture de son certificat médical post-décès faisant état d'une insuffisance rénale aiguë. Le comment de cette insuffisance rénale consécutive à une embolie pulmonaire tout aussi subite semblait présumer d'un Covid-19 pourtant rejeté par les différents tests médicaux afférents. Néanmoins, semblait demeure le verbe approprié tant les détails sur l'éventuelle contraction du dit virus relèvent, jusqu'à ce jour, de la spéculation familiale. Quelle est-elle? Une proximité impromptue pendant plusieurs jours de cours avec un large groupe d'étudiants dans un amphithéâtre universitaire inconfortable, expérience que l'académicien aurait détestée comme jamais une autre auparavant et qu'il aurait annoncé ne plus vouloir connaître. Quelques années plus tôt, mon père m'avait exprimé son questionnement des décès en cascade de plusieurs amis et collègues qu'il avait laissé songeur et quelque peu inquiet. C'était un de ces jours où je passais presto chez mes parents, sans plus m'attarder que nos rapports le permettaient, et j'avais suggéré, en guise de réponse, que ces décès me semblaient liés. À mon avis, ils étaient la conséquence plus ou moins directe du stress relatif aux vies d'enseignants extrêmement chargés menés par ces universitaires, notamment pour ceux d'entre eux qui étaient arrivés au sommet de la hiérarchie académique, après avoir passé des heures par milliers, plongés dans le lire, l'écrire et le parler, en étant disproportionnellement récompensés des revenus ingrats offerts dans un pays où l'enseignement est traité comme un mal utile. Il m'avait alors répondu, avec un soulagement palpable, que j'avais fait une bonne lecture de la situation et que les autres types d'explications auxquelles il ne souscrivait pas, mais qui lui revenaient ci et là, et qui sont censés expliquer toutes les morts en Afrique noire, n'avaient rien à voir avec la floraison de décès en question. Mon père avait donc admis le rôle néfaste du stress au moins 7 années avant sa mort, au moins 7 ans avant que lui-même accepte de donner des cours dans une école supérieure abidjanaise en juin 2020, en pleine crise sanitaire. Il demeure depuis lors ce mystère que je n'éluciderai jamais. Comment un universitaire de plus de 75 ans, constamment sollicité et actif bien qu'il soit à la retraite, vivant dans son duplex de 1200 mètres carrés, acheté plein et entier dans un quartier résidentiel depuis de nombreuses années, sans autre charge régulière que l'entretien de son jardin de fleurs adoré, peut-il s'être retrouvé à donner de longues heures de cours, à son âge avancé, au risque, semble-t-il, a posteriori de sa santé? La réponse se trouve peut-être dans ce que travailler signifiait pour mon père, et plus largement, dans ce que travailler signifie dans la société moderne. Il faut travailler pour vivre est l'axiome premier qui régit l'existence sociale. À lui tout seul, il tolère à peine les projets dits de cœur auxquels s'adonnent certaines personnes et considère comme étant secondaires, voire futiles, leurs activités minimalement rémunératrices. La société capitaliste associe au terme « avoir un travail » le rythme de l'emploi moderne qu'elle a formalisé autour des 40 heures hebdomadaires. Ce faisant, elle salue le dévouement de ceux qui transcendent cette plage horaire, qui travaillent plus pour gagner plus et qui se disposent au sacrifice total supposé leur garantir demain la récolte conforme au labeur qu'ils s'autorisent aujourd'hui. Ce sont donc les paramètres relatifs au temps consacré à bosser dur qui définissent le périmètre acceptable du succès et ils se veulent incontestés même par ceux qui notent l'immixtion malsaine et démesurée des visions des employeurs dans le quotidien de leurs employés. Seulement, il se dit que le développement sociétal ne connaît aucun autre soubassement que celui du travail acharné.
Les populations asiatiques, connues pour ce qui paraît être leur disposition naturelle au travail, sont devenues les modèles des sociétés occidentales où l'on applaudit les retombées sociales du travail premier et du repos second. Cela, par extension, fait d'elles les exemples des environnements professionnels africains au goût du jour, où l'on mimique généralement ce que font les Blancs. D'où vient-il à ces Asiatiques d'être si disposés à l'ouvrage, dénués, semble-t-il, de trêve? Les Américains enquêtent sur leurs mœurs socioculturelles et y découvrent, eureka, le grand trésor de leur mindset, en cooptant certains éléments de leurs pratiques traditionnelles et religieuses qu'ils commercialisent comme étant la panacée. S'ensuivent la méditation, le yoga et les autres techniques de développement personnel qui, instaurées notamment dans les grandes entreprises par voie de coaching, sont supposées constituer les outils dont disposent les travailleurs évolués pour conquérir leurs ambitions en maintenant une vie équilibrée. Malheureusement, cette vie équilibrée reste largement utopique car bosser dur a toujours un prix fort payé. À quel moment ce prix devient-il tellement onéreux que le travail passe du vital au pénible et du pénible au toxique? À quel stade le travail, dans sa compréhension capitaliste, qui consiste en l'accumulation massive de ressources financières par tous les moyens légaux et quelquefois illégaux, devient-il potentiellement meurtrier? Les études qui sondent l'impact réel du travail moderne sur la santé de l'être humain sont conclusives quant aux occurrences alarmantes de burn-out que connaissent la plupart des travailleurs. Le phénomène est tel que l'OMS a dû réviser sa classification internationale des maladies en 2019 afin d'y inclure le burn-out en sa qualité de, et je cite, « syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès ». Fin de citation. Pour les salariés, les indicateurs de performance imposés par les entreprises jamais satisfaites de leur comptabilité garantissent les problèmes de santé multiples et variés que les ressources humaines, à l'ère du temps, essaient de combattre avec des suggestions de relaxation qui n'apportent au mieux que des solutions marginales aux concernés. Pour les entrepreneurs et commerçants, leur volonté de croître financièrement les voit s'accommoder des migraines bancaires et fiscales en vigueur, elles-mêmes souvent orientées vers leur maintien sous pression. Dans un cas comme dans l'autre, la conception du travail moderne est à la base du problème que l'anthropologue anglais David Graeber indexe dans Bullshit Jobs, son essai qui dénonce l'inutilité de certaines activités professionnelles et, plus largement, la culpabilité du système qui les crée. En outre, la dimension esclavagisante de la plupart des emplois découle, selon lui, du besoin de contrôle émanant de la sphère politique. Il explique ainsi, et je cite, « La classe dirigeante a compris qu'une population heureuse et productive qui a du temps libre est un danger mortel. Pensez à ce qui a commencé à se produire lorsque cela a même commencé à être approché dans les années 60. Et d'un autre côté, le sentiment que le travail est une valeur morale en soi et que quiconque ne veut pas se soumettre à une sorte de discipline de travail intense pendant la plupart de ses heures d'éveil ne mérite rien, est extraordinairement pratique pour eux. » Fin de citation. Si d'autres analystes, dont l'économiste français Nicolas Bouzou, confirment les problèmes causés par l'excès de travail, en rejetant néanmoins les causes systémiques que pose le capitalisme à son sujet, il reste que la semaine de 40 heures minimale, pour justifier d'une vie respectable, par ailleurs établie depuis le XIXe siècle sur des bases industrielles aujourd'hui vétustes, est sans pitié pour la santé des millions de travailleurs qui ont peu d'alternatives que de s'y soumettre. Se réveiller tous les jours à 5 heures du matin et courir derrière un salaire perpétuellement insuffisant du fait de la cherté exponentielle de la vie, puis rentrer chez soi épuisé, énervé et quelque peu déprimé d'avoir à faire de même la semaine d'après, est la fameuse définition populaire de l'insanité. Répéter les mêmes erreurs tout le temps et s'attendre à des résultats différents. Plus dangereusement, c'est le gage du stress en continu que connaissent les travailleurs qui, pris dans les embouteillages de leurs projets et de leurs trajets, ne s'accordent que l'intervalle courant de 22h à 5h du matin pour ce qui serait déjà un temps de vie familiale insuffisant, si même ils n'excluaient pas les 3 ou 4 heures de sommeil entrecoupées d'insomnie offertes avec le stress de leurs activités. Il leur reste donc environ 4 heures à répartir entre l'éducation de leurs enfants, pour certains, leurs relations personnelles, pour beaucoup, et les projets parallèles que ceux d'entre eux qui les ont arrivent difficilement à exécuter, quand bien même ils bénéficient de l'aide de parents disposés et de ressources leur permettant d'avoir des employés. La question sous-jacente qui se pose à tous est donc la suivante. Que cherche-t-on exactement?
S'il s'agit de gagner de l'argent pour vivre, combien de gens jugent-ils nécessaire de sacrifier leur santé et donc leur vie afin de vivre? Vaut-il mieux gagner son pain quotidien et une fois ce pain gagné, se satisfaire de pouvoir en faire autant le lendemain? Ou bien faut-il, comme il se fait traditionnellement, maximiser le temps permis par le jeune âge en espérant se reposer ultérieurement? Le choix n'est pas nécessairement donné et l'explication reste complexe. Toutefois, la difficulté est renforcée par cette disposition propre à la plupart des gens à vouloir s'offrir les artifices témoins de la réussite sociale que sont les biens matériels tant prisés, maisons, voitures, etc. Il est donc question, consciemment ou non, d'être perçu comme étant un succès aux yeux de son environnement direct et d'éviter le qu'en dira-t-on d'un choix de vie plus modeste. Là se trouve la motivation fondatrice de ce qui s'apparente à une abnégation pour le travail somme toute exagérée dont les risques pour la majorité sont aujourd'hui avérés. Il va sans dire, évidemment, que les choix des uns et des autres restent les leurs et ne peuvent être condamnés, encore moins quand ils ne causent aucune offense légale et quand ils s'expriment en toute responsabilité. Cependant, au vu du prix individuel à payer, ne vaudrait-il pas mieux tempérer ce besoin impérieux de gagner toujours plus, en argent, en pouvoir, ou à défaut en prétention, et de laisser plus de place à l'aspiration naturelle à vivre décemment? S'il est vrai d'une part que cette révision à la baisse du temps de travail et cette réévaluation des priorités ne préviennent pas nécessairement de stress, et s'il est vérifié d'autre part que plus d'argent engendre plus de problèmes, comme le veut l'adage courant, il se comprend aisément le choix d'être stressé en étant plutôt confortable que non. C'est l'approche qui guide la société dans sa recherche effrénée d'argent, approche qui finalement paraît synonyme non pas de vivre mais de survivre, tant elle demande à chacun de se battre quotidiennement pour concrétiser ses aspirations. Mon père, pour sa part, préférait vivre et non survivre, d'où son ne pas vouloir être riche exprimé si franchement. Il préférait manquer de peu, avec le moins de stress possible, plutôt que ne manquer de rien, avec le stress de conserver cette abondance. Par souci de quiétude, il était généralement défavorable, pour lui-même et pour les siens, aux activités de type entrepreneurial et aux grands désirs matériels qui, par définition, demandent d'accepter le stress qui leur est afférent et qui pour lui était antithétique à la tranquillité à laquelle il aspirait. Toutefois, malgré cette discipline longuement éprouvée, il était paru plus tendu qu'à l'accoutumée à ceux qu'il avait fréquentés pendant les 6 derniers mois de sa vie. À mes yeux, au moment où le monde se fermait en février 2020, il avait paru anxieux, voire oppressé, un sentiment qu'il détestait royalement, dont j'ignorais les causes exactes, mais dont les contours me paraissaient évidents. Je lui avais donc suggéré de disposer de son bien situé dans ce quartier résidentiel au mètre carré exorbitant et de vivre ses 20 années à venir dans une résidence moins imposante, sans l'ombre d'un besoin quelconque. Il avait apprécié, puis acquiescé, s'était réjoui à l'idée d'un nouveau jardin de fleurs à créer, s'était tellement réjoui en réalité que le fervent catholique en lui m'avait envoyé un message bénissant, et je cite, « L'Éternel qui écrit droit avec des lignes courbes », fin de citation, de m'avoir envoyé vers lui ce jour avec cette suggestion. Et pourtant, une semaine plus tard, une semaine après avoir insisté pour que j'organise à son nom le processus initial d'évaluation de sa maison, l'idée s'était trouvée être noyée par ses conseillers, noyée sans jamais avoir été sondée, jusqu'au jour où il s'était senti le besoin de donner des cours dans un amphithéâtre surpeuplé. Son anxiété expliquait-elle l'acceptation de cette énième semaine d'enseignement aux conséquences supposément fatales, ou bien son mal était-il simplement le fait d'une infortune au beau milieu d'une crise sanitaire mondiale? Je ne saurais le dire avec certitude. Cependant, je crois qu'ironiquement, l'académicien qui ne voulait pas être riche a probablement été affecté par le fait de ne pas l'être, par le fait qu'il se sente obligé de travailler, dans ces conditions, même à son âge avancé, comme bon nombre de ses amis et collègues avant lui, qui se sont probablement éteints à cause du travail d'enseignant qu'ils aimaient tant, à cause de ce travail tellement nécessaire mais tellement pesant, que le corps humain finit, tôt ou tard, par s'abandonner à quelque mal peut le mettre à l'arrêt expressément.